Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le port de Séticos. Bienvenue à bord du Monarque, le croiseur de rang 8 anglais, qui va être l'un des protagonistes de cette bataille, le premier. Euh, le projet de cette vidéo, c'est de montrer les instants où tout se cristallise en termes d'XP et en termes d'expérience que vous faites. Il peut arriver dans certaines batailles, certaines, hein, pas toujours, que toute votre expérience se cristallise sur 5 minutes de combat. 5-6 minutes de combat, pas beaucoup plus sur les 20 minutes. Tout simplement parce que c'est le moment où tout se fait. Vos dégâts, les dégâts potentiels que vous pouvez recevoir, c'est les moments furieux où il va se passer quelque chose de héroïque alors que tout le reste du temps, c'est presque d'un grand ennui, surtout quand on devient spectateur d'ailleurs, parce que quand on joue, on a toujours le stress d'être surpris, donc on est aux aguets. Euh, Généralement, ces moments de folie furieuse où toute l'expérience se fait, se finit assez mal, généralement. Le navire en question finit par sauter et malgré tout se découvre avec ravissement un excellent classement dans la bataille qui finit bien parfois. Donc on attaque avec le Monarque et on enchaînera avec l'Iowa. A tout de suite en bataille. Et nous sommes partis. Donc nous sommes sur la carte Havre, en anglais Gold Harbor. Je dis nous parce que je suis à bord de mon Monarque, donc le cuirassé britannique de rang 8, accompagné d'Emeric Jean qui est à bord de son Richelieu, le cuirassé français du même rang, et de Thomas qui est à bord de son Shokaku, le porte-avions japonais de rang 8. Donc là, je décide de partir plutôt vers le nord parce que je me dis qu'il y a de bonnes chances que le flanc, il faut bien aller déjà d'un côté. Et je me dis que généralement, les dernières parties que j'ai faites sur cette map, c'était plutôt ce flanc-là qui était déserté. Un lemming train se formait pour aller plutôt en ligne H et dans les points H3, on va dire H3 ou H4. Là, j'anticipe et je me dis je vais me précipiter plutôt vers le nord, me mettre en mode Gandalf, donc ce que j'appelle le mode Gandalf, c'est-à-dire vous ne passerez pas, en espérant qu'il y aura une grosse offensive de nos alliés sur cette fameuse ligne H. Le fait est, c'est que ça c'est pas comme ça du tout que ça va se passer. Un lemming train est en train de se produire, du fait que je suis en division avec le Richelieu et que j'ai tourné brusquement sur la droite. Donc, que je me suis allié au Minotaur et Edinburgh que vous avez sous les yeux, plus le Gering, plus les deux cuirassés, le Chapayev et le Desgrosses, pas les deux cuirassés, il y a un croiseur russe. Résultat, on est 2, 4, 6, 7. 7 sur 12 à partir sur un flanc. Donc, c'est nous qui avons le push ennemi, mais c'est nous qui sur l'offensive. Et c'est au sud que se trouve la position Gandalf, hein, parce qu'il n'y aura que 3-4 navires, pas beaucoup plus, pour résister éventuellement à une pression de l'ennemi. Le but du jeu pour nous va être de se positionner et de tenir. Et le propos pour moi, c'est de me positionner en ligne D, tout en haut de cette ligne, une espèce d'île, grande île carrée, ce qui est généralement l'endroit où apparaissent les ennemis, et moi d'essayer de prendre une position préférentielle sur cette place-là, empêcher les ennemis d'avancer. Le monarque est-il capable de se positionner là, de tanker? Bien sûr qu'il n'a pas cette réputation. Et je ne suis pas un Missouri, un Iowa ou même un North Carolina, c'est clair. Mais je me dis que s'il y a moyen de faire quelque chose, on va bien voir. On va bien voir ce que vaut le monarque.
Donc j'approche, je voyais pas à grande vitesse en plus. Là je fais qu'accélérer parce que je me suis aperçu que l'Izumo avait été bloqué un court instant. Malheureusement je n'aurai pas le temps de me positionner comme il faut. Je lance mon avion histoire d'avoir enfin un peu de portée. Mais je rate consciencieusement l'Izumo. 3-9 et une salve de ma tourelle arrière alors que j'ai vu le départ de l'Izumo. C'est pour ça que je repique vers lui très vite. Le Reaper aussi m'a tiré, c'était bien visé. Là je suis pas convaincu que ce soit facilement ça. Et là je prends ma première salve, assez ennuyeuse. L'ennemi qui a vu le truc est en train de tourner pour venir sur notre île, sur notre côté, pardon, sur le flanc. Et moi j'arrive presque au point où je m'étais fixé, parce que le propos c'est d'aller effectivement sur, comment dirais-je, là où se trouve le Minotaur, tout simplement. Et profiter de sa smoke et éventuellement moi tenter empêcher l'ennemi d'avancer, sortir de ce point. Torpille droit devant. Le Richelieu est avec moi, donc on va opposer un front assez solide. Mais le problème c'est que le Richelieu va bouger de résultat. Alors c'est pas un problème, hein, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'il faut faire. Moi je suis complètement capable d'être assez statique. Mais le problème c'est que une fois qu'on se met à bouger, si on veut pas aller trop loin, il faut reculer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Là, un tir foiré sur le Bismarck. J'arrive même pas à le toucher, il a plus compliqué. Jusqu'à 6000 de dégâts, il n'y a pas de quoi se tromper la nuit. Et j'ai déjà tanké pour pratiquement 600 000. Ça fait 6 minutes de jeu. Voilà, et là je viens carrément de doubler mes dégâts sur une seule salve, sur le pauvre Reaper. Le démoine, dont je sais très résistant quand il est de face, et d'ailleurs il est de face, mais en marche arrière. Et vous pensez bien qu'un Missouri ou même un Yamato a du mal à entamer un démoine de flanc, de face, pardon. Imaginez, je me dis bien que le monarque a peu de chance. C'est pour ça que je passe un petit peu, je cherche une cible. Bon là il y a possibilité de se sortir, enfin de se sacrer les moines. Et ce serait un point épineux. Et là je continue de tanker, mais ma vie a baissé sérieusement. Je suis à 750 000. Là j'ai pas fait de dégâts. 750 000 de temps. Seulement 13 000 de dégâts, vous voyez que c'est pas... Et ça monte à toute allure maintenant, parce que tout le monde est sur mon dos. Le démoine n'en a plus pour longtemps. Ah, il est assez assourdissant, le Minotaur, hein. Je suis passé à la HE en prévision de taper sur le Bismarck. Je suis à 1,2 million de tanking. Et je repasse tout de suite à la paire pour la prochaine phase. En termes d'incendie, c'est
chaud là, ça c'est très chaud. C'est limite assourdissant. Voilà. Je recule avec 2 incendies et il me reste plus que 9000 points de vie. C'est 63 000. Et j'ai tanké pour 1,6 million. Conclusion, le monarque encaisse bien. Il encaisse même très bien les coups. Là, je remonte ma vie. Et boum, le Montana a failli me sortir. Je suis tombé à 520 points de vie sur cette femme du Montana, qui a intelligemment joué par-dessus l'île. M'a bien vexé à ce coup-là. J'ai tanké pour 1 897 000. J'égrène le tanking parce que c'est vraiment la valeur remarquable de cette partie. Donc, probablement uniquement la raison pour laquelle je mets cette partie d'ailleurs. Je suis à 2 59 000 maintenant. Et je continue à faire des dégâts à la petite cuillère, on va dire. Là, je me dis que c'est quasiment foutu. J'ai plus grand chose à espérer. Il me reste 2300 points de vie. Mais miraculeusement, soit je bounce, soit je fais bouncer plutôt les obus ennemis, soit on m'ignore. Il n'y a pas de solution. Et quand je dis qu'on ignore, tout est relatif parce que ça va être plus calme. Notre Minotaur est sorti. 2 150 000. Donc on n'ignore pas tant que ça. Bon, là, j'ai reculé. On a fait le job pour l'instant. On a une toute petite avance. Mais les ennemis ne sont pas passés là. On les a scotchés. On a 4 navires sur le même flanc. Puisque malheureusement pour nous, le Richelieu s'est fait sortir. On a le Guéring, on a le Chapaïev qui est très mal en point lui aussi. L'Edenborg qui s'en sort mieux et un Montana. C'est plutôt pas mal, je dirais. Là, j'ai repéré sur la minimap un cuirassé qui est en train de passer là, qui va se présenter de flanc, et je découvre avec ravissement que c'est un Montana. Donc il y a moyen de faire des dégâts, ce Montana. Et surtout visiblement, il a le projet de se présenter de flanc devant moi. Et il ne faut pas décourager les bonnes volontés, que je dis toujours. Néanmoins, bon, avec mes 10 000 points de vie, j'ai un petit peu peur de ne pas aller bien loin si le Montana me tire dessus, même si je suis de face. Le Montana qui a tendance un tout petit peu à sangler maintenant. Et tourner. Et citadelle sur un Montana. Je passe de 22 000 à 39 000, j'ai pratiquement doublé en une salve les dégâts. Ma position n'était pas très valide. J'aurais peut-être dû avancer un peu plus, mais j'ai eu peur réellement de me faire... En fait, l'intérêt de cette position, c'est que j'étais trop avancé, donc inévitablement on me tirait dessus, mais pas assez, et en deuxième citadelle sur Montana. Mais pas assez avancé, et ma position, c'était malaisé pour l'adversaire de me tirer dessus, donc il me tirait dessus, bien sûr, mais il s'était obligé de passer, de tirer par dessus. Chacun tour à tour s'y est essayé, mais j'ai tanké pour 2 346 000, mais il n'y avait aucun tir sûr possible par rapport à ma position. Là, j'avoue que j'aurais aimé le faire, mon Montana, même si j'étais pas tout seul. Et là, on est en train de tomber sur 4 navires. Alors, vous remarquerez avec, voilà, le Montana est sorti par le Chapaïev, la minimap, que mes 3 congénères sont en train tout simplement de faire retraite vers notre balle. Et moi, je suis en marche arrière. Donc, je vais continuer à ma marche arrière, mais en tournant légèrement, parce que j'ai vu qu'il y avait un autre Montana, j'ai regardé ma minimap, et je me dis, avec un peu de chance, il va se montrer de flanc, et je vais pouvoir mettre une 3e citadelle sur un Montana. Ce qui est quand même bien. Mes dégâts sont à 54 000, c'est à peine
à peine digne, hein. Même en 62 000. Je continue de reculer. Continuez à me tirer dessus les gens, hein, parce que plus vous me tirez dessus, plus ça me fait monter mon XP. J'ai pas fait énormément de dégâts dans cette bataille. Je suis à 2 millions 3. Ah, j'ai un peu raté la salle. Je reconnais. C'était pas génial. Bon, voilà, je suis tranquille sur ce flanc-là. Maintenant, voilà le fameux Montana de flanc. La Filou a bien ralenti à cause des torpilles. Résultat, ma sable est un peu ratée. Je n'ai pas pris le temps de regarder. Je me suis un petit peu précipité, c'est dommage. On en a eu d'avance assez confortable. Là, le Hindenburg va me couper la route. Sûrement, ça va me faire râler, mais après, je me dis, si le Montana me tire dessus, l'Hindenburg me sert de bouclier, ce qui n'est pas mauvais. Ah, pas de chance, je cherchais vraiment cette citadelle. J'aurais peut-être dû tirer un tout petit peu plus, voilà, plus encore à la hauteur de la grille. Et là, le Gering, c'est un Gering qui me tire dessus. Non, c'est cher, pardon. C'est cher qui commence à me tirer dessus. Ah, ça fait monter, bien sûr, mais mon ratio de tanking, mais ça laisse que ses vertus. Hein. C'est pas intéressant du tout. Malheureusement, le Montana, je ne pourrais pas me le faire. J'ai beau me précipiter, je n'aurai pas le Montana. La partie est toujours aussi équilibrée. Hein. Au fond, on a 7 navires, ils en ont 5. Mais globalement, il suffit, ça peut aller très vite, surtout que j'ai plus beaucoup de vie, moi. Je peux très vite sortir. Et ben, l'ennemi se reprendrait bien. Malheureusement, il va perdre le Montana. Et là, l'avance va devenir un petit peu trop... pour nous, pour eux, notre avance va devenir plus problématique. Désormais, à 7 contre 4, on a un avantage numérique non négligeable. Et voilà la fameuse torpille du Fletcher. J'ai tanké pour 2 625 500. La bataille va s'achever par une victoire où je vais prendre la seconde place. Je vous dis tout ça parce que malheureusement, je vais complètement oublier de prendre les écrans de la bataille. Alors, il faut qu'il les réclame à chaque fois. Mais là, cette fois, j'ai oublié. J'étais pris dans le feu d'action. 2 625 000. D'après quand j'ai annoncé ce chiffre, d'après ce que j'ai entendu dire, on m'a dit que c'était plutôt pas mal. C'était un bon total. Donc, j'avais envie de la mettre en vidéo. On va enchaîner tout de suite, sans transition, avec la bataille de l'Iowa, de Falco. Et vous allez voir que, pareil, il va y avoir un moment de folie assez conséquent. C'est parti pour la bataille de Falco. Battle starts et nous sommes à bord de l'Iowa de Falco qui part du port de la jetée de ce port méditerranéen qu'on est sur la map voisin. Cette fois-ci, Falco avec son Iowa dans une bataille de tiers, où il est top tiers, est associé à un croiseur et un destroyer. Le destroyer c'est Mori. Et le croiseur, c'est votre serviteur. Je suis à bord de mon Rune. Alors là, on est dans un premier temps en train de partir vers le déploiement classique, c'est-à-dire que à ce niveau de la carte, les verts qui spawnent au nord ont tendance à plutôt partir entre B et C, avec comme priorité C. Et Falco, alors à ce moment-là, le truc, il me dit j'aimerais bien tester autre chose, j'aimerais bien qu'on surprenne, parce que si les rouges vont sur A,
au contrario de nous qui devons aller sur C. Mais j'aimerais bien qu'on leur pose des problèmes. Donc je suis là, vous voyez, je suis en train de faire demi-tour. D'accord, ok, pourquoi pas, l'idée me plaît. Maury, quant à lui, est allé sur B, sachant que c'est un panasiatique, donc il n'est pas question qu'il aille contester B s'il tombe sur les deux destroyers qui sont en face, un des deux, c'est le Bliska ou le Z-23. Le malheureux Chongmu n'aurait strictement aucune chance contre le Z-46, pardon, ou le Bliska, il n'aurait strictement aucune chance. Donc j'ai fait demi-tour. Et avec la IOA, à nous deux, on lance un petit peu la mode, puisque effectivement, le Colorado va nous suivre, et les Gneisenau qui sont devant le Shokaku et le Richelieu, voyant que l'on fait demi-tour et qu'on va vers A, pardon, on va en faire de même, et vont nous aider à pousser. Une partie assez mollassonne du genou dans son début, je vous préviens d'avance. Pour l'instant, on voyait pas, Polon regarde, pas Polon, Falco, pardon. Falco regardait un petit peu ce qu'il en est. Il se met en ligne de bataille avec moi. Le premier aperçu, c'est le Der Grosse. Je me rappelle qu'à ce moment précis, j'avais pas encore la portée sur le Der Grosse, alors que l'AIOA l'a déjà la portée. Colorado, vous voyez, il vérifie que tout le monde est bien en place. C'était Falco, ça. Petit côté amiral de Falco. Tout le monde est bien placé, on peut tirer. Ah, j'ai dû tirer pour la première fois. Le Gneisenau finalement ne veut pas venir avec nous. Donc il y a une partie de la flotte verte qui est allée sur C comme il se doit. Puis on découvre, en regardant la minimap, que toute la flotte rouge a fait exactement comme nous, mais en miroir. C'est-à-dire, au lieu de foncer sur le point traditionnel, ils ont décidé de changer de tactique. Résultat, on va se retrouver devant personne pendant un petit moment, ce qui fait pour ça que la partie va être un peu ennuyeuse. Bon là, le gros grosseux se prend 2-3 torpes qui vont lui faire mal. Devant ce déploiement de force que l'on voit sur la minimap des rouges, je décide de ne pas faire le tour de l'île comme on fait traditionnellement pour aller chercher A, mais de couper au plus court, en me disant de toute façon il n'y a personne. Donc mis à part le Der Grosse qui me tire dessus d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a plusieurs cuirassés sur lesquels il tire. Je suis sa priorité, c'est très flatteur mais très embarrassant. 5 coups au but pour la IOA, 6000 de dégâts. Et maintenant 8100 de dégâts. Avec 7 coups au but, c'est pas terrible. Hein. Là, à cet instant précis, j'ai en tête de sortir en priorité le Der Grosse qui a eu le tort de s'isoler de la flotte. Il a beaucoup perdu de vie. Et puis, on découvre qu'il y a le Lexington ennemi qui est là. On le voit sur la minimap. Il est en deuxième phase qui est assez traditionnelle. Résultat des courses, je me dis que ce sera un bon plan de sortir le Lexington. Plutôt que de rester focus sur le Der Grosse, je me dis que les cuirassés qui sont avec nous vont faire son affaire. D'autant que Papy, lui, est en train de KPA, tranquillou. En attendant d'avoir à nouveau une ligne de tir sur le Der Grosse, à son tour, Falco se met sur le Lexington. Alors, à 4 coups au but, là, ça commence à compter, même si c'est pas folichon, en termes de côté épique, le Lexington prend, et vous voyez que on voit mes tirs à la hache constant, systématique. J'ai perdu un peu de vie parce que forcément je vais être focus par le Der Grosse d'un côté et par les navires de rouge de l'autre.
et que je vais choisir de les ignorer, tout simplement. Vous voyez, je tire méthodiquement, en me moquant éperdument des dégâts. De toute façon, tel que je suis trop exposé. Donc autant que je sois, je me dis que c'est d'or est déjà fini pour moi. Et là, voilà, le Lexington est coulé par moi. Et maintenant, je m'en sortirai pas, parce que regardez la vie, ça descend tout à nu. J'ai un bâtiment sur le dos. Falco a beau tout faire pour essayer de me sortir. Il va pas me sortir d'affaire. Voilà, boum, 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 j'ai un incendie, je peux plus nettoyer. C'est l'Atlanta qui me sort, c'est pas le bâtiment. Mais la situation est plutôt à notre avantage. On a sorti une porte-avions. Ça veut dire que notre porte-avions est à les mains libres maintenant. Et le cyclone arrive. Alors ça c'est très embarrassant parce que on va perdre peu à peu. Enfin les ennemis vont perdre. Les deux équipes vont perdre peu à peu la vision du combat. Le malheureux Maury est pris à partie par le Frédéric Dergrosse qui intelligemment s'est bitché derrière l'île qu'on voit en bas sur A. Et voilà, le Dergrosse a sorti Maury à la secondaire. Personne ne s'est occupé du Dergrosse qui, de toute façon, de son placement, rendait impossible aux deux cuirassés qui l'aidaient, qui aidaient Maury, rendait impossible l'attaque. Dergrosse a fait son boulot au maximum, puisqu'il a sorti un DD, et il a bien fait son coup. Il a fait des dégâts sur moi, il a eu le tort de me montrer à lui. Donc Falco se retrouve un peu tout seul, un peu perdu d'emblée, un peu savoir quoi faire. En fait, il sait ce qu'il va falloir faire, il va falloir qu'il fasse demi-tour et qu'il se mette face à l'ennemi. Il sait où se trouve l'Atlanta, d'ailleurs, je crois que à ce moment-là, on est en train de lui dire qu'il a deux options, mais il faut d'abord faire demi-tour. Là, il évite les rafales de l'Atlanta. Et le bâtiment. Avec 57 000 de dégâts après 9 minutes de jeu, il est fondé à espérer un bon ratio. Voilà, il fait demi-tour, mais dans le sens opposé de ce qu'il avait entamé. Il va éviter les torpilles du Biscard. Alors il s'éloigne, il ne fait pas demi-tour, il s'éloigne. Il sait que le Dergrosse est là-bas et qu'il faudrait le finir. Alors est-ce qu'il va sur A ou est-ce qu'il va faire demi-tour? Parce que là c'est... Il vaudrait mieux qu'il aille sur B, défendre B. Parce que si B est contesté, on va avoir 2 caps contestés, donc plus de points possibles pour nous, et le cap A qui appartient déjà au rouge, et il n'y a pas tant d'avance que ça. Bon, Shiratsuyu a sorti le biscuit à la torpille, ça c'est plutôt cool. On a de l'avance, on a 200 points d'avance, et Falco décide finalement de régler les affaires courantes, sortir le Dergrosse, même si à mon avis il va être sorti, il est encadré par Richelieu Ignino. Ah oui, je me souviens de cette séquence. Le Richelieu qui rate complètement son tir sur le Dergrosse. 11 000. Dergrosse qui côté ennemi a réussi sa game. En étant isolé, il a quand même... il s'en est bien tiré. Enfin, il s'en est bien tiré. Il fait un bon ratio. Il a coulé de Chungmu, je le rappelle. Il a fait des dégâts sur mon navire. Il s'est planté. Il conteste un cas. Et il est en train de sortir le Richelieu. Il n'y a pas d'autre mot. Le Richelieu qui vient de rater son tir. Voilà. Fort heureusement, Falco sauve un peu les miches du Richelieu. Torpedoes to port.
Et voilà, ça c'est fait. Le Gneisenau qui a annoncé à Falco via le chat de faire attention aux torpilles. Évidemment, pas envie de devenir rose sur ce malentendu. Et Falco a déjà l'esprit ailleurs. L'esprit, ça va être de protéger B. Parce que maintenant qu'il a sécurisé A, que C est sécurisé B pour les rouges, ça va être la conquête du point B. On a un frag d'avance, c'est pas énorme. Le Gneisenau qui indique que maintenant il faut aller dans B. Bah oui, il faut aller dans B. Tout au nord, on a un croiseur qui est allé se perdre là-haut et qui est assez loin de toute protection. C'est assez embarrassant pour lui. L'Alabama a sorti le Prince Eugen, l'écart se creuse, quasiment 250 points. Mais toute l'équipe rouge est paquée non loin de B. Et quand ils vont tous pousser en même temps, s'ils poussent tous en même temps, ça risque d'être irrésistible, quoi. Toujours 250 points d'écart. Et là, Iowa est reparti vers de nouvelles aventures. Sachant que effectivement, là, lui, il voit rien. Alors, ce qui est très curieux, c'est que à ce moment de la partie, Maury et moi, on devait être sur l'Iowa, en train de regarder les manœuvres de Falco. Et nous, on voyait où étaient les navires, comme s'il n'y avait pas de cyclone. Donc là, Falco nous expliquait, il nous disait, mais bon, je vois rien. Alors on lui expliquait, alors bien sûr, lui, en regardant la minimap, il voit les silhouettes des navires, mais on pouvait lui dire, nous, que c'était derrière l'île, là-haut, à droite, tout à droite, c'était la sortie au nord de l'île, c'est l'Atlanta. L'Atlanta qui vient de couler New York, d'ailleurs. Et de l'autre côté, ben, c'était, je ne sais plus, qu'il y a une cuirassée. Donc c'est là que Falco s'est décidé d'aller vers le nord, sortir d'Atlanta. Atlanta et Baltimore, que j'ai croisé moi et qui m'ont coulé, sont toujours en vie. Et c'est à ce moment-là que Maury dit on peut encore la perdre. Et c'est vrai, Maury a raison, on peut encore la perdre. Lui, Maury, ce qu'il avait peur, c'était d'un push généralisé des ennemis, à droite comme à gauche, de cette île qui fait face à Falco. Donc Falco, lui, a décidé d'aller se mettre avec les deux cuirassés, les deux Gneisenau qui sont derrière lui. Et il a décidé de pousser vers le nord. Enfin, dans la map, c'est le sud de la map. Alors, on va dire vers le sud. Le Shokaku qui a coulé le Colorado à l'incendie fait son travail. C'est quand même son deuxième kill. Là, le Baltimore, ben non, c'est le push ennemi, ils n'ont plus le choix. Il faut qu'ils viennent faire un gros push pour renverser la vapeur, même s'ils sont en infériorité numérique. Là, ils sont une jolie salle, mais pas bien payés, que 5800. Et c'est là que commencent les choses de travers. Heureusement, Baltimore n'a pas de torpille, donc on va essayer de sortir en priorité. À moins que ce soit le DD, le Z46. Boum, 10 000. Net. 10 000, ça veut dire 6 obus. Le Baltimore qui s'est dramé l'Iowa. Et boum, frappe double, et en avant, en voiture cigogne, on tente. Ça tente sévère. Et reboum, 34 900 sur le North Star. Ça monte à une vitesse et voilà, il se fait sortir. On ne pourrait pas faire grand chose. Mais le Gneisenau sort le King George. Ce résultat va permettre effectivement à affirmer la victoire malgré le bon push ennemi. Mais Falco à lui tout seul a enrayé ce push, faisant 2 kills à lui tout seul sur ces deux navires et en faisant grimper son total à 171 000 points.
Le reste est bien sûr du remplissage, puisque effectivement, Shokaku va faire le job et ennuyer l'entreprise des rouges. On notera tout de même la position assez curieuse, de l'Alabama là-haut, qui est planqué, arrêté et qui tire, avec des solutions de tir très moisies. Allez hop, le Norska qui est parti en fumée, reste le Bismarck. Et donc on a 950 points. Et Richelieu qui ne prend pas de dégâts, 1040 points. Et avec tout ce qu'il prend dans la tête, il ne va pas prendre de dégâts. Et là, c'est étonnant, la Baba qui n'a pas bougé depuis tout à l'heure. On revient sur le Grisno, 1130, mais lui il va disparaître. Grâce au secondaire du Bismarck. Et le Richelieu a toujours celui de 40 points. Un tir. Vous voyez qu'il ne tire pas avec ses deux tourelles en même temps. Il espace ses tourelles. Ça permet quasiment un tir toutes les 15 secondes. Et fin de la bataille. Non. Plus de 750 points pour le Bismarck. Il se reheal. Et pendant ce temps, le Richelieu ne prend toujours pas de dégâts. Voilà. Retour au port et retour sur l'Iowa. Alors, les écrans de la bataille, d'une bataille qui aura fini beaucoup plus, de façon plus épique in fine qu'au début, où ça a été plutôt calme. Frappe double, qui a été assez remarquable. Merci Baltimore, parce que cette frappe double, c'est Baltimore qui le lui donne. 7879 points d'XP, 1182 XP libre. Il a donc fait 171 000 de dégâts, c'est plutôt cette catégorie qui est assez surprenante. 3 kills, 55 coups au but avec ses secondaires, pas de 110. Une voie d'eau avec l'Iowa, il était tout fier. Il m'a dit, je suis content d'avoir fait une voie d'eau avec mon Iowa. Et c'est vrai que c'est assez peu fréquent qu'un Iowa fasse une voie d'eau. En termes de, comment dirais-je, de classement assez net première place, on voit que moi je suis tout en bas, malgré le fait que j'ai coulé le Shokaku et que j'ai quand même 1000 points d'XP de base. Mori est au milieu. On a été sorti un petit peu trop vite, on n'a pas eu de support. Moi c'est plus par mon erreur, Mori c'est plus parce que par manque de support. Donc l'Iowa 2200, le second est qu'à 1460 points d'XP de base. En termes de dégâts, 11 000 sur le Z46. On a vu que c'était une simple frappe qui avait sorti le Z46. Une frappe où il a mis 2-3 obus au but. Et puis voilà, plus de Z46, il l'a dépopé. Tour de magie. 37 000 sur le Norska, 29 000 sur le Lexington, 13 000 sur le Colo, King George 2000 seulement et 2007 sur le Bliska Vika. Il a parcouru 49 km et tanké pour seulement 970 000. C'est vrai que pendant toute la première partie, jusqu'à ce qu'il quasiment il rencontre les ennemis dans B à la fin, il n'avait pratiquement pas reçu d'obus, personne n'avait tiré sur lui, miraculeusement, personne ne s'était occupé de lui, ce qui explique son petit ratio de tanking. Enfin, son petit, tout est relatif, hein, mais enfin bon, avec un Iowa, 970 000, ça paraît assez faiblard. J'avais l'impression quand même qu'il y avait un peu plus de monde qui lui avait tiré dessus. Il a fait 135 000 de dégâts au canon, à la paix exclusivement, bien sûr. Et l'éperonage lui a rapporté 25 736 points de dégâts, bien sûr. Voilà pour l'Iowa, voilà donc pour cette bataille, une bataille furieuse. Et qui se termine bien dans une map
pas si facile que ça pour les cuirassés, mine de rien. Voilà, donc nous allons nous séparer. J'espère que cette petite vidéo a la thématique un tout petit peu... allez, on va dire c'est plus une thématique prétexte pour vous montrer 2 vidéos qu'une véritable thématique instructive. Néanmoins, j'espère que vous aurez apprécié de voir ces 2 batailles. Elles étaient assez furieuses. En tout cas, pour lire certains épisodes de chacune d'entre elles. J'espère que vous avez apprécié. On a vu un monarque un peu qui va à l'encontre un peu de ses possibilités. C'était pas vraiment comme ça qu'il faut jouer le monarque, d'après ce que je sais. Je l'ai joué un petit peu comme un Norska ou un Dunkerque. Ça a marché, ça a rigolé. Ça a rigolé jusqu'à un certain point. J'ai pas fait énormément de dégâts malgré tout. Et on a vu un Iowa capable de faire des folies à partir du moment où il rentrait en dogfight. Et ça, c'est quand même assez génial. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt, si vous le voulez bien.